Au programme, qu'est-ce que nous avons au programme aujourd'hui? Donc, un programme très riche. Nous allons tout d'abord démarrer avec quelques mots de bienvenue et d'introduction. Euh, Quelques remarques d'ouverture de la part du point focal de la coalition globale. On avait prévu dans l'agenda quelques mots de bienvenue également d'un représentant du ministère de l'Éducation du Mali. Je ne sais pas s'il est parmi nous. En l'attendant, on démarrera avec la coalition. Ensuite, une présentation très rapide du contexte régional en matière d'attaque contre les écoles, abandon scolaire en raison de violences, de l'insécurité, etc. Tout cela par les groupes régionaux éducation. Ensuite, des présentations par pays, une présentation menée par le Burkina Faso, par le Cameroun, par le Mali et finalement par le Niger. Ensuite, vous auriez l'opportunité également de, comme je disais tout à l'heure, de poser vos questions. N'hésitez pas également à poser vos questions sur le chat. Le chat est disponible pour cela et nous ferons le nécessaire pour monitorer les échanges, les discussions et les questions qui seront lues lors de cette étape du webinaire. Et enfin, on clôturera avec quelques conclusions et quelques prochaines étapes en lien avec la collaboration entre, entre les différents acteurs dans le cadre de la déclaration et notamment la commémoration de ces 10 années de la déclaration. Je m'arrête ici pour démarrer le webinaire. Je vais passer tout de suite la parole à Michela Rieneri au nom de la Coalition globale pour la protection de l'éducation contre les attaques. À toi la parole, Michela. Michela va présenter en anglais. Thank you very much, Leandro. Bonjour, good afternoon, all. It's a pleasure for me to be here today with you, representing the Global Coalition to Protect Education from Attack. As Leandro mentioned, I am the coordinator of the state-led implementation network on the Safe School Declaration at the Coalition. The Implementation Network is an initiative of the government of Norway that was launched in 2021 to strengthen collaboration, mutual support, and peer learning among endorsing states. And I would like to start, of course, thanking the co-organizers of this webinar. The Sahel Platform on the Safe School Declaration, of course, the Regional Education in Emergency Working Group, Plan International, Save the Children, and all of you here today for your ongoing commitment to protecting education in conflict-affected contexts. 2025 is particularly meaningful for us. It marks the 10th anniversary of the Safe School Declaration, which we are commemorating today with this webinar. Through endorsement of the declaration, states commit to take action to protect students, teachers, as well as educational facilities during armed conflict, including through the application of the guidelines on the protection of schools and universities from military use. Over the past decade, we have seen remarkable progress globally. 121 states have endorsed the Safe School Declaration, and many are taking tangible steps to implement its commitments through legal reforms, military training programs, policy development, and improved data collection. And in Western Central Africa, this commitment goes beyond words. Countries in the region continue to demonstrate leadership, advancing national and local measures to ensure the safety of schools in increasingly complex settings. At a regional workshop held in Senegal in late 2023, government representatives expressed a strong interest in more opportunities for peer exchange and ongoing collaboration. Today's webinar responds to that call, offering a space to showcase progress, share experiences, and explore the way forward. This gathering is a chance to reflect on what has been achieved and to hear directly from those driving change, whether in ministries, on the ground, or within communities.
The insights from Burkina Faso, Cameroon, Mali, and Niger will deepen our understanding and strengthen our collective efforts. Today's event is also part of a broader momentum, as Leandro said, leading to the 50th International Conference on the Safe School Declaration, set to take place later this year in Nairobi. The conference will be an opportunity to take stock of what has been achieved in the past 10 years and to chart a path forward for the next decade of implementation. I hope today's discussion will inspire continued action, regional collaboration, and a renewed commitment to protecting the right to education for all. Thank you again for your commitment and your presence here today. I look forward to learning from your experience. Merci beaucoup. Merci beaucoup à And toi, Leandro, I Michel. see that Director Kante is here, so I will give him Oui, the floor. Thank you. merci beaucoup. Merci beaucoup, Michela, pour ces mots d'ouverture. Je passe la parole à Monsieur Mamadou Kanté, directeur national adjoint de l'éducation de base pour le ministère de l'Éducation nationale et aussi président du comité national de suivi de la déclaration et de la plateforme SSD Sahel. À vous la parole, Monsieur Kanté. Merci à Michaela. C'est avec un grand plaisir que nous participons à cette importante activité qui en tout cas, fait la commémoration d'une activité ou bien d'un fait très important. Il s'agit du 10e anniversaire de la Déclaration sur la sécurité dans les écoles qui, si elle n'avait pas été créée, il fallait trouver tout à fait le moyen de la créer, vu l'apport que cet acte a apporté dans la protection des écoles au niveau international. C'est pourquoi je vais remercier d'abord ceux-là qui ont initié la déclaration sur la sécurité dans les écoles, ceux-là qui ont œuvré pour sa mise en œuvre et son implémentation à travers le monde entier. Et à notre niveau, au niveau de l'Afrique de l'Ouest précisément, ça a été pour nous un apport très appréciable. Cela a été rendu possible grâce à la contribution de certains acteurs tels que nos partenaires techniques et financiers, comme vous l'avez si bien dit, comme Save the Children, comme Plan International, comme UNICEF, comme World Vision, comme NRC, qui n'ont ménagé aucun effort pour accompagner et le Mali et la plateforme Sahel. Au niveau de la plateforme Sahel, des acteurs aussi se sont fait remarquer. C'est pourquoi c'est l'occasion vraiment de les saluer, de saluer l'œuvre qu'ils ont eu à mettre en œuvre au niveau de notre sous-région. Je vais d'abord parler de Emmanuel Dori de Burkina Faso, de Mariam Touré du Mali, et donc tous ceux qui ont œuvré, notamment les membres du comité technique national de suivi de la mise en œuvre de la déclaration sur la sécurité dans les écoles au Mali. Remercier tout ce bon monde pour le bon travail accompli, leur dire que leurs efforts n'ont pas été vains. Au reste de la communauté, les partenaires de la plateforme, je veux parler du Burkina, du Niger, avec lesquels nous avons mené de très belles expériences, des très beaux moments de partage d'expériences et qui ont continué vraiment à enrichir le travail que nous menons au niveau de la sous-région. Ça nous a permis de savoir, lors des différentes réunions, ce qui se passe dans les différents pays, l'évolution, les activités, les bonnes pratiques. On a tout mis ensemble en œuvre pour que nous puissions trouver les solutions les meilleures pour en tout cas mettre en œuvre correctement la déclaration sur la sécurité dans les écoles. Et je peux dire aujourd'hui que grâce à ce travail d'équipe, nous sommes heureux aujourd'hui de voir que nous avons non seulement une vision générale de l'affection de nos écoles par rapport à l'insécurité, voir les initiatives que nous sommes en train de développer pour les circonscrire, et nous avons aussi des perspectives pour que cela puisse aller de l'avant. Voilà donc en gros en introduction ce que je veux dire. Je souhaite donc plein succès
à cette réunion que les objectifs fixés soient attendus. Je vous remercie. Et à vous, monsieur le directeur. Nous allons maintenant procéder par une présentation, peut-être une vue d'ensemble régionale des tendances en termes de fermeture d'écoles, en termes de impact sur la scolarisation des élèves, particulièrement sur le Sahel central. Euh, Mené par, j'aimerais passer la parole par ma collègue et co-lead aussi du groupe régional éducation à Pana Pandé, spécialiste de l'éducation pour UNICEF au Bureau régional de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. À toi la parole, Arpana. Merci. Merci beaucoup, Leandro, et bonjour à toutes et à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, on t'entend très bien. Ok, super. Donc, pour la présentation, On vous Michaela, entend. just waiting. Yeah. Oui, donc je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui pour ce webinaire. Et comme Leandro a mentionné, je représente le groupe de travail sur l'éducation en situation d'urgence pour la région. Et Leandro et moi, on avait préparé juste quelques slides pour vous présenter brièvement le contexte régional afin de poser le cadre. Donc, next slide, please. Oui, donc ce graphique nous donne une vue d'ensemble de la situation dans la région. Donc, comme vous pouvez le constater, en juin 2024, à peu près 14 364 écoles étaient fermées en raison de l'insécurité. Donc, soit une hausse par rapport aux 13 250 écoles fermées en 2023. Et cette fermeture massive affecte aujourd'hui environ de 2,8 millions d'enfants contre 2,5 millions de l'année dernière. Et beaucoup d'entre eux sont déscolarisés depuis plusieurs années avec des conséquences durables sur leur apprentissage, le bien-être et le perspective de l'avenir. Et j'aimerais aussi juste préciser que ce chiffre sont des estimations et ça date de juin 2024. C'est le cluster national et le groupe de travail de différents pays qui nous a fourni les informations, mais les données ne sont pas à jour, ils ne sont pas très précises non plus. Mais l'idée, c'est juste de vous donner une idée, une aperçu de la situation et l'amplitude de ce problématique dans la région. Et comme vous pouvez le voir, le pays le plus touché en 2024 était Burkina Faso, Mali, nord du Cameroun et bien sûr la République démocratique de Congo. Mais en fait, juste pour réitérer que le chiffre ne capture pas la situation récente dans la RDC. Next slide, Michaela. Oui, donc ici, en fait, c'est juste pour vous montrer un peu l'impact psychosocial sur les enfants. Donc, au-delà de la perte de l'accès à l'éducation, l'impact psychosocial sur les enfants est considérable. Et ce chiffre vient d'une étude menée par le Conseil norvégien pour les réfugiés dans le Sahel, euh, Central Sahel en 2022. Et selon cette étude, bon, je ne vais pas citer tout le chiffre, mais juste pour vous donner une idée, 53% des élèves ne sont pas en sécurité à l'intérieur même de leur école. À peu près 64% disent avoir peur ou avoir pas d'espoir pour l'avenir et 72% ont besoin d'un soutien scolaire supplémentaire.
et 91% des enfants ayant de faibles compétences de la conscience en matière de régulation de soi. Donc ça, c'est juste pour vous montrer un peu l'impact psychosocial sur les enfants. Next slide, please, Michaela. Oui. Donc ici, c'est juste pour vous partager avec vous les tendances de 5 dernières années. Donc on voit que la situation s'est nettement dégradée. Et dans le graphique, vous pouvez voir, donc si vous voyez la ligne en orange, ça représente le nombre des écoles fermées dans la région. Et donc, si on regarde en janvier 2019, c'était à peu près 7 725 et en 2024, le même mois, janvier, c'est à peu près 14 000. Donc, vous voyez que le nombre des écoles fermées a doublé dans l'ensemble de la région entre 2019 et 2024. Et si on regarde juste la situation pour le Sahel central, qui est représentée par les lignes en bleu, euh, les hausses est encore plus marquée. Par exemple, le nombre des écoles fermées a été multiplié par 4 sur la même période. Donc, les attaques contre les écoles, la fermeture des écoles aggravent des problèmes existants. Par exemple, la pauvreté, infrastructures scolaires délabrées, la faible fréquentation, la pénurie des enseignants formés, et parfois elles effacent des années des efforts, des progrès. Mais malgré cette situation, j'aimerais aussi souligner le fait que, il y a aussi des raisons d'espérer à travers les actions de différentes parties prenantes que vous allez entendre aujourd'hui à travers les différents panélistes. Mais juste pour partager quelques exemples, au Burkina Faso, par exemple, plus de 1300 écoles ont pu réouvrir en moins d'un an. Et dans certaines zones du Mali ou la République centrafricaine, on constate une diminution des attaques ciblant les écoles. Donc voilà la présentation. Donc je m'arrête ici. Et merci de votre attention et je reste disponible pour toute question. Merci beaucoup. Estimons, Pan, toi, pour d'avoir mis l'accent sur ces chiffres importants qui ratifient la pertinence de la mise en œuvre effective de la déclaration des écoles sûres. Et merci d'avoir mis aussi l'accent sur les bonnes pratiques. Il y a des bons éléments à souligner. C'est pour cela qu'aujourd'hui, on a invité des représentants de 4 pays pour nous partager donc des bonnes pratiques aussi, des leçons tirées de ces mois et voire années de mise en œuvre de la déclaration. Sans plus tarder, j'aimerais passer la parole au premier représentant du pays, le Burkina Faso, Monsieur Saïdou Nikiema, chef du département plaidoyer mobilisation sociale et membre du comité SSD au niveau du Burkina Faso. À vous la parole, Monsieur Nikiema. Monsieur Nikiema, vous m'entendez? On ne vous entend pas, vous êtes en mute. Maintenant, vous Maintenant, m'entendez? c'est bon, on vous entend maintenant. Merci à vous la parole. D'accord. C'est bon? C'est bon? C'est bon? Bon, La présentation, c'est un mode présentation. d'accord. Non, elle ne s'affiche pas encore. Donc, parce que le mode présentateur.
C'est bon. Ça ne s'affiche pas. C'est bon. Partage. Ouais. Partage. Juste partage. C'est bon. C'est bon. Ça, c'est bon. Ça vient. Michaela, c'est bon maintenant? Il faudra mettre en mode présentation. OK. Encore. C'est bon maintenant? Euh, oui, c'est bon. Parfait. D'accord. Allez-y. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir à directeur Kanté. Je suis Saïdou Ninkema, chef du département plaidoyer et mobilisation sociale au niveau du secrétariat technique de l'éducation en situation d'urgence. J'interviens ce soir au nom du comité technique national du Burkina Faso, chargé du suivi de la mise en œuvre de la déclaration sur la sécurité dans les écoles. C'est juste 3 points que je voudrais aborder. Il s'agit de l'état de mise en œuvre de la déclaration au Burkina Faso, des collectes des données sur les attaques. Et en dernier point, il s'agit des priorités pour 2025. Pour commencer, lorsque la crise s'est exacerbée en 2015, depuis 2015, les autorités du pays étaient convaincues que tout développement passe par euh, l'éducation et ils sont convaincus qu'il faut faire tout faire pour respecter le droit de l'enfant, leur droit à l'éducation, quel que soit le contexte. Et dans cette dynamique-là, le Burkina Faso a ratifié la déclaration sur la sécurité dans les écoles en septembre 2017. Qu'est-ce qui a pu être fait depuis 2017 jusqu'à nos jours? C'est rappeler que C'est rappeler que je ne vois plus l'écran. Je ne vois plus le partage. C'est un souci, je ne vois plus mon. Voilà. C'est bon. Je ne vois plus mon partage. Ne mettez pas ça. Comme ça, je ne vois pas tout. D'accord. Alors, donc, toutes mes excuses pour ce petit retard. Voilà. Je disais qu'après la ratification de la déclaration par le Burkina Faso, qu'est-ce qui a pu être fait au compte de la DSE? D'abord, il y a eu la mise en place d'un comité technique de suivi de la mise en œuvre de la déclaration en août 2023, et lequel comité se compose d'un comité technique national et de comités régionaux. Le comité technique national est présidé par le secrétaire général du ministère en charge de l'éducation nationale et regroupe
Les autres membres des ministères impliqués dans la mise en œuvre de la DSE, des ONG et des associations actives en éducation. Et le comité national a pu former ses membres sur la déclaration sur la sécurité dans les écoles et ses lignes directrices, et également dispose de tous ces outils de fonctionnement, c'est-à-dire les arrêtés, le règlement intérieur, la fiche de collecte des données et les autres documents. Le comité dispose ça. Après le comité national, c'est la mise en place des comités régionaux. Et à ce jour, il y a 5 comités régionaux qui ont pu être mis en place, dont 3 sont opérationnels. C'est-à-dire que ces 3 comités-là ont vu leurs membres formés et ils sont opérationnels. Maintenant, c'est ça, ce sont les images lors des formations des différents comités qui sont mis en place et des échanges avec des responsables déconcentrés sur la déclaration dans les écoles. Concernant la collecte des données, il faut noter que depuis sa création en 2019, le secrétariat technique de l'éducation en situation d'urgence dont je relève collecte régulièrement les données statistiques. Et ces données qu'il collecte là concernent les fermetures des écoles, les réouvertures et tout ce qui est en lien avec le contexte sécuritaire. Il le fait en collaboration avec la Direction générale des études et des statistiques sectorielles. Et une fois collecté, il traite et analyse ces données et il publie mensuellement des rapports. De janvier à mai 2025, le secrétariat technique de l'éducation en situation d'urgence a pu répertorier 8 cas d'attaque contre l'éducation qui ont été perpétrés par des groupes terroristes et qui a occasionné des pertes en vies humaines. Malheureusement, on a compté 3 élèves, 2 enseignants et d'autres acteurs de l'éducation qui ont été traumatisés et qui ont vu soit leur matériel détruit ou saboté. Maintenant, au titre des perspectives, il faut se dire que ce qui tient à cœur le comité technique national, c'est d'opérationnaliser les autres comités techniques régionaux. J'ai bien noté la boucle du Mogono, le Haut-Bassin, le Nord, le Sahel, où certains comités sont installés, mais ils ne sont pas formés sur la DSE et ses lignes directrices pour être opérationnels. Parce que nous tenons tant à l'opérationnalisation de ces comités, parce que ce sont des régions qui sont fortement impactées par la crise sécuritaire. L'autre activité, c'est la tenue de la session bilan et de programmation des activités du comité technique national. Et enfin, ce qui est une priorité, je crois que lors de la visite du comité technique national du Burkina Faso au Mali, le secrétaire général avait pris l'engagement de faire intégrer la question de la DSE sur les lignes directrices et sur la stratégie de l'éducation en situation d'urgence. Et c'est une chose qui est en train d'être faite parce que nous sommes sur l'élaboration de la nouvelle stratégie. Et lors des travaux, cette question a pu être prise en compte. Donc, c'est pour conclure, c'est dire que depuis la mise en œuvre de la déclaration, avec l'accompagnement des partenaires techniques et financiers, un certain nombre d'activités ont pu être menées, ce qui a permis d'installer des comités régionaux et qui sont fonctionnels
mais l'installation et la formation des autres comités régionaux où il y a fort défi sécuritaire viendrait à parachever l'œuvre pour permettre aux écoles de toujours continuer à donner de l'enseignement aux enfants. C'est pourquoi nous appelons l'engagement de tous les acteurs et surtout des partenaires pour appuyer le comité national à parachever ses activités. Merci pour votre attention soutenue et toutes nos excuses pour les difficultés techniques. Je vous remercie. Monsieur Nikema, merci beaucoup de votre intervention. Je prends note de tous ces progrès depuis 2017. Beaucoup à soulever, des éléments très positifs et notamment des visites de collaboration et d'échanges entre pays, ce qui rend votre collaboration très intéressante. Mais on pourra échanger un peu plus tard. Pendant le webinaire. Merci à nouveau de votre intervention, Monsieur Nikema. Pour continuer, j'aimerais passer la parole aux intervenants ou à l'intervenant du Cameroun, Docteur Shewa Magdalene, point focal et ministère de l'enseignement secondaire au Cameroun. À vous la parole, Docteur Madeleine Shewa. Est-ce que vous nous entendez? Vous nous suivez? Parfaitement. Excellent. Je vous entends très bien aussi. À vous. Bon Merci. après-midi à tout le panel. Merci pour l'opportunité que vous donnez au Cameroun de présenter l'état de mise en œuvre de la Safe School Declaration. En ce qui concerne le Cameroun, nous avons commencé par l'élaboration d'une feuille de route de mise en œuvre de la déclaration. Il est à noter que le Cameroun s'est engagé depuis le 10 septembre 2018 et nous pouvons aussi signaler que le Cameroun est situé en Afrique centrale, un pays qui était auparavant havre de paix et de stabilité et aujourd'hui empreinte aux conflits, aux catastrophes qui nécessitent d'être adressées. Et ceci impacte l'harmonie sociale et le bon fonctionnement du système éducatif. Nous pouvons que citer les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun, le conflit en Centrafrique, dont les conséquences impactent la région de l'Est, les attaques de Boko Haram dans les régions du Grand Nord avec ses ramifications au Nigeria voisin du Cameroun. Et il faudra adresser des réponses appropriées à ces crises. Alors, c'est dans cette perspective que le Cameroun a engagé des actions diverses pour protéger son système éducatif contre les attaques et les crises. Nous avions des tests juridiques, administratifs, des dispositions civiles et militaires, religieuses. Et nous pouvons dire que l'adoption de la Safe School est une opportunité pour le Cameroun afin de renforcer les mesures existantes. Alors, quelle est la configuration de notre feuille de route? C'est déjà une volonté d'implémentation de la Safe School qui mettra en exergue les contributions diverses des secteurs publics et privés, ainsi que les partenaires techniques et financiers. Cette feuille de route permet une meilleure coordination et harmonisation des actions menées sur le terrain dans le cadre de l'implémentation de la Safe School. Donc, c'est un document stratégique qui permettra de renforcer la sécurité dans les institutions éducatives. Et ceci dit, la Safe School Declaration
a une feuille de route d'implémentation au Cameroun. Alors, quelles sont les parties de cette feuille de route? Nous avons que déjà l'élaboration de la feuille de route a été initiée après la participation du Cameroun à la 4e conférence qui s'est tenue à Abuja, qui donnait comme recommandation de garantir une éducation sûre autour de l'engagement à la pratique. Et le Cameroun avait été représenté à ces assises par le professeur Nalova Lyonga, ministre des Enseignements secondaires, qui est ici présente avec nous ce soir pour ce webinaire. Et l'une des résolutions de cette conférence était d'implémenter la Safe School et ses lignes directrices dans le système éducatif du pays. Alors, c'est dans cette perspective que la feuille de route a été élaborée dans une approche méthodologique faite de consultation et de participation des administrations, des partenaires techniques et financiers, la société civile, les collectivités territoriales décentralisées des régions en crise. La dite feuille de route s'appuie d'une part sur les lois et les priorités nationales en matière de sécurisation des institutions scolaires et universitaires et de l'éducation au Cameroun, et d'autre part sur les engagements internationaux auxquels le Cameroun, le gouvernement camerounais a souscrit, tout en respectant pleinement les libertés individuelles et les croyances et les valeurs culturelles, éthiques et la souveraineté de l'État. Il a noté que le Cameroun a une grande diversité culturelle et linguistique. Donc cette feuille de route sur vraiment l'engagement du Cameroun. Alors, quelles sont les différentes parties de notre feuille de route? Nous avons que des actions prioritaires, à savoir que les domaines d'intervention, qui sont au nombre de 6, adopter et promouvoir des approches sensibles aux conflits en matière d'éducation dans des programmes humanitaires et de développement. Comme domaine 2, mettre l'accent sur l'assistance aux victimes. Domaine 3, assurer la poursuite de l'éducation en cas de crise ou de catastrophe de conflit. Mettre l'accent sur la poursuite des allégations de violation des droits, du droit national et international. Domaine 5, la collecte et la gestion des données liées aux attaques contre les écoles. Comme dernier domaine, nous avons le suivi et l'examen régulier de la mise en œuvre de la déclaration. Alors, de ces domaines découlent 3 grands piliers de la Safe School Declaration. Le premier pilier met l'accent sur l'environnement d'apprentissage sain, sûr et protecteur. Le deuxième pilier, continuité de l'éducation en temps de crise, conflit ou catastrophe. Troisième pilier, pilotage, coordination et plaidoyer. Alors, le premier pilier qui est sur l'environnement sain, sûr, protecteur, met l'accent sur la sécurité. Les enfants doivent être exempts de danger. Les écoles doivent être proches des collectivités qu'elles servent. Les itinéraires d'accès à l'école doivent être sûrs. Les écoles doivent être libres des occupations militaires. Les communautés décident sur l'emplacement et sur la politique de l'éducation affectant la sécurité de leurs enfants. Et les activités de réduction de risques et de catastrophes doivent être menées au niveau de l'école.
Nous avons également mis l'accent sur le service WASH, qui doit être essentiel pour assurer la continuité de l'éducation en temps de crise. En ce qui concerne le deuxième pilier, qui est la continuité de l'éducation, nous avons mis l'accent sur les méthodes alternatives d'apprentissage en cas de conflit ou de crise. Et ensuite, nous avons le troisième élément qui est le troisième élément, autant pour moi, qui met l'accent sur la continuité de l'éducation, parce que cet élément est important, le deuxième pilier. Donc, il existe différentes manières d'améliorer la continuité. J'ai parlé au préalable des mesures alternatives d'apprentissage en cas d'interruption de l'école. Nous avons entre autres les médias et puis l'éducation à distance, parce que l'éducation, quand elle est perturbée, les écoles ne peuvent plus assurer leur mission régalienne. Menacés d'attaque ou occupés par des parties à un conflit armé, quand les enseignants ou les élèves sont absents par peur d'une attaque ou encore quand les parents retirent les enfants de l'école parce que l'école ou le chemin pour s'y rendre sont devenus dangereux. Il faut absolument des mesures d'apprentissage alternatives. Alors, comment s'y prendre? Je l'ai dit tantôt, développer à tous les niveaux ministériels des plans de contingence pour la continuité de l'école, mettre en place des plans de contingence. Mettre également en place des sites d'apprentissage alternatifs et certaines formes d'apprentissage à distance par la télévision, la radio ou Internet qui permettent aux élèves de regarder ou d'écouter des cours enregistrés ou en direct. Ainsi, des espaces d'apprentissage temporaire deviennent des espaces d'apprentissage sûrs pour nos enfants en cas de conflit. Le troisième pilier met l'accent sur la coordination et le plaidoyer. Ceci renvoie à la collecte et à l'analyse et à la gestion des données parce que les données sont très importantes pour adresser la typologie des crises et pour prendre des mesures salvatrices pour protéger nos institutions scolaires et éducatives. Alors que en ce qui concerne ce deuxième pilier, la coordination, il est à noter que s'il n'y a pas de statistiques fiables, nous n'aurons pas des résultats probants. Il faut donc mettre sur pied des mécanismes de signalement des attaques à haut risque dans les communautés, faciliter l'accès à l'information et au soutien des mécanismes de surveillance, de reportage, et de signalement des attaques. Et ces données doivent être collectées et analysées non seulement à des fins de planification et de programmation collaborative, mais également pour fournir des preuves de plaidoyer visant à renforcer l'engagement politique en faveur de la Safe School. Donc, une évaluation régulière de la mise en œuvre de la Safe School est importante. Alors que la vulgarisation ou la dissémination de cette feuille de route est une priorité actuelle pour le Cameroun. Et au Cameroun, beaucoup d'actions ont été déjà menées, mais en attendant la validation par le gouvernement du Comité technique national de suivi de l'implémentation de la Safe School, l'accent est mis actuellement sur la formation des acteurs afin d'asseoir un système éducatif résilient
Je vous remercie pour votre bienveillante attention. Merci beaucoup, docteur Chewa Magdalene, pour votre intervention. Merci d'avoir mis l'accent sur les progrès au Cameroun depuis l'année 2018, surtout de nous avoir présenté la feuille de route dans le cadre de la mise en œuvre de la déclaration dans le pays. J'aimerais passer maintenant au Mali, ou plutôt redonner la parole à Messieurs Kanté pour nous présenter le cas spécifique du Mali, les progrès, les leçons tirés de ces dernières années de mise en œuvre. À vous la parole, Messieurs Kanté, pour nous présenter les priorités au niveau du Mali. Monsieur Kanté. Je regarde si Monsieur Kanté est en mute. Si mes collègues peuvent m'aider. Oui, Leandro, il est en mute, hein. Monsieur Kanté, s'il vous plaît, on vous entend pas. Ah, oui, maintenant ça va? Là, ça va très bien, merci. C'est bon maintenant. Merci beaucoup. C'est bon maintenant. Merci beaucoup, Leandro. Donc, nous avons le premier slide, présentation du Mali au webinaire international du 28 mai 2025 sur la mise en œuvre de la déclaration sur la sécurité dans les écoles en Afrique de l'Ouest et du Centre. Diapo. Voilà, nous avons là le plan de présentation. Nous avons une petite introduction. Après, nous allons vous donner les activités de mise en œuvre de la déclaration sur la sécurité au Mali durant les années 2024-2025. Et on va vous parler également des difficultés et ensuite des perspectives. Mais d'office, je vais vous dire que les difficultés, vous n'allez pas les rencontrer dans cette présentation parce que dans la mise en œuvre, on a mis l'accent sur les activités menées au niveau central, au niveau région et au niveau des cercles. Donc, en essayant de développer, vu le temps imparti, on a dit qu'on ne pourra pas présenter le tout. Donc, voici donc l'introduction. À la faveur de la campagne de sensibilisation qui a suivi l'action de la déclaration sur la sécurité dans les écoles en mai 2025, le Mali l'a endossé le 1er février 2018. Pour son opérationnalisation, le Mali a mis en place un comité technique national et des comités techniques régionaux et des comités techniques locaux et des comités de veille des écoles. De leur mise en place, il s'agit de comités. À nos jours, ce différentes initiatives et mettre donc leur mise en place à nos jours, ce comité donc ont initié et mettent en œuvre des activités de protection des écoles concernées par la mise en œuvre. Je crois que le document a connu
Ce n'est pas le document que je présentais. Oui, slide suivant. Donc, durant les années 2024-2025, les différents comités techniques, le comité national, les comités régionaux, les comités locaux et les comités de veille des écoles ont mené les principales activités suivantes. Slide. Dépôt. Le comité national, par exemple, a, durant les 2 années, procédé à des plans d'action 2024 et 2025. Le comité a tenu des réunions. Le comité a procédé à la formation de 200 membres des comités techniques régionaux dans 11 régions. Le comité a tenu 11 rencontres communautaires sur la protection des écoles et des universités pendant les conflits armés, la réouverture des écoles fermées, qui ont regroupé 679 participants qui proviennent des pouvoirs publics, des organisations de la société civile et des partenaires techniques financiers. Visite de partage d'expérience, de la mise en œuvre de la déclaration sur la sécurité dans les écoles avec nos frères du Burkina Faso. Nous avons tenu un atelier de finalisation de l'avant-projet de loi portant protection des écoles pendant les conflits armés au Mali. Et nous venons de tenir le lundi dernier un atelier de finalisation. Cette fois-ci, ce n'est pas la finalisation, mais la prise en charge des recommandations de l'avant-projet de loi sur la protection des écoles et des universités. Diapo. Voilà, au niveau des régions, les comités techniques régionaux également ont procédé à l'élaboration de leur plan d'action et certaines régions l'ont appelé plan de réduction des risques en milieu scolaire. Il y a aussi les ateliers de formation des formateurs sur la mise en place et le fonctionnement des comités de veille. Certains comités régionaux également ont suivi la mise en place et le fonctionnement des comités de veille de certaines écoles. Diapo. Au niveau local, il s'agit des cercles. Il y a eu la tenue des séances de sensibilisation des communautés, singulièrement les leaders locaux. Il s'agit des leaders traditionnels, les leaders religieux, sur l'importance de la mise en place et le fonctionnement des comités de veille école. Il y a eu la tenue des rencontres de mise en place des comités de veille et, par exemple, dans la seule région de Mopti, nous avons pu mettre en place des comités de veille dans une centaine d'écoles. Il y a eu également la tenue des ateliers de renforcement des capacités des membres des comités de veille. Et aussi, il y a eu le suivi de la mise en place et le fonctionnement des comités de veille. Ce suivi-là a été mené par
le niveau régional ou souvent par le niveau local. Voilà, les perspectives pour Mali, nous sommes dans la dynamique de procéder à la traduction et à la diffusion de la DSE, les lignes directrices donc dans d'autres langues nationales. C'est fait dans certaines langues nationales. On veut aller avec les autres langues nationales qui sont aujourd'hui au Mali les langues officielles. Et nous voulons aussi aller à la confection des lignes directrices en bréviaire pour les forces de défense et de sécurité. Et nous voulons continuer aussi la poursuite de la mise en œuvre de nouveaux comités dans les nouvelles régions et dans les nouveaux cercles et académies. Nous voulons aussi poursuivre le plaidoyer pour l'option du projet de loi portant protection des écoles dans les écoles au Mali pour dire à ce niveau que le document est maintenant fait. On a tenu le dernier atelier sur cette question et le produit fini est à notre disposition. L'étape va consister maintenant à élaborer une note technique pour le ministre de l'Éducation nationale avec les documents qu'il faut pour soutenir le processus d'adoption. Nous avons déjà commencé l'élaboration également de cette documentation-là. Nous voulons continuer aussi les rencontres communautaires sur la lecture des écoles fermées pour que nous puissions ouvrir un grand nombre d'écoles avec les actions civilo-militaires qui sont faites sur le terrain. Et enfin, nous voulons aussi aller au renforcement des capacités des nouvelles parties prenantes de la mise en œuvre, les nouveaux bureaux, les membres des nouveaux bureaux qui vont être mis en place. On va continuer donc à renforcer leur temps. Voilà, je crois que la dernière partie ne vient pas donc. C'est pour dire que nous nous sommes limités à ça. On n'a pas voulu parler des difficultés, on sait qu'il y en a. On a mis l'accent sur ce que nous faisons. Donc la bonne leçon qu'il faut tirer, c'est que le Mali est maintenant en train d'aller vers les écoles. C'est pourquoi nous privilégions les activités des régions, des cercles et des écoles qui sont vraiment le niveau qui subissent donc les effets des attaques contre les écoles. Donc, c'est la leçon à retenir par le Mali pour dire que la mise en œuvre aujourd'hui est surtout portée par les niveaux régionaux, les niveaux régionaux et locaux. Je vous remercie. Monsieur Kanté, merci beaucoup de votre intervention. Très intéressant ce que vous avez soulevé par rapport aux différentes interventions et les rôles que chaque niveau joue en faveur de la mise en œuvre de la déclaration, que ce soit au niveau national, sous-national, local, au niveau des cercles. Merci, je vous remercie pour votre présentation. À nouveau, on pourra continuer à échanger un peu plus en détail dans les minutes à venir. Monsieur Adamou, je vous donnerai la parole. Je m'excuse, on est dans l'intérêt du temps, on doit avancer, mais je vous invite à poser votre question ou à compléter, Monsieur Kanté, dans l'étape suivante, si ça vous va. Merci beaucoup. J'aimerais aussi inviter notre collègue Yaya à garder un œil sur les chats pour compiler ou pour monitorer les différents échanges qui ont lieu dans les chats, les questions également et les commentaires
pour la séance des questions et réponses. Et je passe la parole au représentant du Niger, Monsieur Abdallah Malé, le point focal inclusion, éducation en situation d'urgence de Tillabéri. Monsieur Malé, à vous la parole pour la présentation au nom du Niger. Merci. Merci, Monsieur Salazar. Merci à tous. Bonsoir. Je suis Abdallah Malé, chef de division statistique et promotion des technologies de l'information, de la communication, des enseignements. Au niveau donc de la direction régionale de l'éducation nationale de Talabiri, en même temps point focal inclusion, éducation en situation d'urgence. Membre du comité régional SSD de Talabiri. Donc là, je suis au nom du groupe de travail éducation de Talabiri qui est juste l'émanation du cluster éducation. Et je m'en vais donc vous donner donc la présentation du Niger. Slide. Donc, voilà le plan de présentation. Pour le Niger, c'est en 5 points. Le contexte donc général du Niger, les réalisations du comité régional Save School Declaration donc de la région de Tillabéri, les principaux défis à relever, la synergie et opportunités de coopération et enfin perspectives. Pour le contexte général du Niger, et il faut noter que le Niger étant un pays continental et désertique avec une superficie donc de 1 267 000 km² et emprunt à une grave crise donc sécuritaire. Donc, des conflits armés avec donc des mouvements de population, et des situations donc de sous-emploi des jeunes, tant en milieu urbain que rural, et d'énormes besoins en services essentiels de base, comme en éducation, en santé, et une similitude socio-culturelle de part et d'autre donc des frontières facilitant donc une rapide donc dynamique religieuse et une multitude de mouvements armés et entre autres AQMI, Moudjaou, Boko Haram, donc en Sardine, IGS. Et il faut noter aussi qu'il y a 4 régions sur les 8 au Niger qui ont été déclarées comme des régions d'urgence, dont la région de Tillabéri. La continuité de plusieurs donc, millions d'enfants à une éducation de qualité et protective et inclusive, au-delà des problèmes structurels, notamment le taux de pauvreté, qui est élevé, les normes sociales et de genre, le faible budget alloué au secteur de l'éducation, le manque d'enseignants formés en grand nombre, les épidémies affectant donc la continuité de l'enseignement et le manque d'infrastructures scolaires, il y a lieu de relever l'instabilité et la dégradation de la situation sécuritaire dans certaines régions, dont les 4 précités, ainsi que les effets du changement climatique sur la continuité éducative. C'est-à-dire, en dehors du problème structurel, il y a le problème de sécurité aussi qui vient s'ajouter. Il faut aussi noter que plus d'1 million de personnes
sont en besoin dans le secteur de l'éducation selon le HNRP 2024. Et plus de 5 millions d'enfants et de jeunes âgés de 7 à 19 ans sont hors école, dont la moitié d'entre elles sont des filles. Et là, c'est des chiffres tirés de l'annuaire statistique du ministère de l'Éducation nationale de l'année scolaire 22-23. Par rapport donc aux réalisations du comité régional SSD, donc vous voyez bien pour le Niger, on parle donc du comité régional, c'est-à-dire, vous allez le voir un peu devant cette recommandation que pour le Niger, le comité national n'est pas encore opérationnel, n'a pas été encore mis en place. Donc, Tillabéri, la région de Tillabéri a pris cette initiative de prendre le pas sur le plan national qui arrivait à mettre en place ce comité régional par décision régionale du gouverneur, décision numéro 037 du 20 avril 2024. Et après cette décision, le comité mis en place un atelier de sensibilisation des préfets sur les attaques contre les écoles a eu lieu le 22 avril 2024. Il faut noter que ces préfets sont tous des forces de défense et de sécurité, vu le contexte donc du Niger. Puis, un autre atelier de sensibilisation, de stabilisation, pardon, du plan d'action du comité régional a eu lieu le 8 août 2024. C'est-à-dire un plan d'action a été mis en place et ça a été stabilisé. Un atelier de renforcement des membres du comité régional et sur les attaques des écoles aussi a eu lieu en octobre 2024. Une cartographie des communes donc, a été aussi élaborée par la Direction régionale de l'éducation nationale sous effectivement validation du CRS, qui est le Conseil régional de sécurité. Un atelier de validation du plan d'action du comité régional a eu lieu, c'est-à-dire le plan d'action stabilisé a été donc validé autour toujours donc du gouverneur de la région de Tillabéri. Une formation des membres du groupe de travail éducation de Tillabéri a suivi, puis une mission de suivi des activités du Service School Declaration sur le terrain a été effectuée également pour voir le niveau de mise en œuvre donc, des activités du plan d'action. Mise en place du comité départemental tout récemment, donc en mai 2025, a été donc effectuée. C'est-à-dire, au-delà de la région a commencé donc à peaufiner donc ce comité vers les départements. Composition donc du comité régional, c'est juste pour donner un aperçu donc de la composition du comité. Le comité régional de suivi de mise en œuvre de la DSE est composé de 14 membres, dont le président et le gouverneur de la région et de la région. Donc, c'est le gouverneur qui est le président du comité. Le secrétaire technique, c'est le directeur régional de l'éducation nationale, de l'alphabétisation, de l'enseignement professionnel et de la promotion des langues nationales, avec 2 rapporteurs, dont la direction régionale de la promotion de la femme et de la protection donc de l'enfant et l'ONG Save the Children. Ce sont eux qui sont les rapporteurs. Et parmi les membres, on a 2 représentants de la direction régionale, le secrétaire permanent du Conseil régional de sécurité, un représentant donc de la direction régionale de l'action humanitaire et de la gestion des catastrophes, un représentant de la justice, en l'occurrence le juge des mineurs, un représentant de l'association des parents d'élèves et étudiants, un représentant de l'association des chefs traditionnels, un représentant des systèmes des Nations Unies, un représentant des ONG internationales, un représentant donc des ONG nationales. Donc voilà, au fait, la composition du comité
régional. Les principaux défis donc à relever, c'est d'abord la continuité pédagogique dans un environnement sûr et sécurisant. Difficultés relatives à la remontée donc, des informations liées aux attaques des États. Comme quoi, il faut donc une bonne collecte donc, des données pour la remontée donc, des attaques, la non prise en compte de la thématique dans les rapportages, niveau de compréhension mitigé des lignes directrices de la déclaration et au niveau de principaux acteurs, crise de confiance entre les acteurs du fait du climat et écologique donc à travers les GAN au sein de la population, non-appropriation donc de la déclaration par des acteurs majeurs, manque de synergie entre les différents acteurs concernés, faible implication donc des responsables des FDS et des acteurs donc de la société civile, l'exécution des activités du plan d'action du comité régional, actions menées généralement au gré des projets et programmes, cartographie des écoles à risque dans les zones d'urgence, la réouverture ou la relocalisation de toutes les écoles qui restent encore fermées. Voilà les défis donc pour ce comité-là et pour la synergie d'opportunités, de coopération. Un groupe donc de travail thématique est créé depuis 2022 pour l'idée la question donc de la déclaration de la sécurité dans les écoles au Niger. Ce groupe est l'idée par UNICEF, Save the Children et une ONG nationale Teacher for Niger. Existence d'un TDR qui explique donc la mission du groupe de travail et la synergie donc des acteurs qui contribuent dans les activités de formation des acteurs et de plaidoyer par rapport à la question du SSD au Niger. L'existence des groupes sous-régionaux lidés par le gouverneur, opportunités et accompagnement donc du MEN, signature donc de la convention SSD, etc. Donc voilà un peu quelques opportunités. Pour les perspectives, création donc d'une synergie d'action avec donc l'implication de la société civile, de l'État et des partenaires. Mise en place des sous-GTE départementaux au sein donc des principaux GTE du pays, mise en place des comités départementaux SSD dans les zones les plus impactées, poursuite des actions de plaidoyer à la vulgarisation donc de la déclaration, intégration dans l'armature juridique nationale des lignes directrices de la déclaration tout en les contextualisant, et élaboration d'un module de formation des enseignants sur la protection des enfants, des écoles, pardon, renforcement des plans scolaires de préparation et de réponse aux urgences, renforcement des capacités de tous les acteurs et à tous les niveaux, intégration du contenu de la déclaration dans les programmes scolaires, mise en place du comité interministériel du suivi de la mise en œuvre de la DSE. Donc, vous voyez, on a laissé ça en rouge pour un peu montrer l'importance de ce comité national. Voilà au fait un peu ce que nous avons prévu pour cette plage de présentation. Donc, je vous remercie.
beaucoup, Monsieur Mallet, pour cette présentation au nom du Niger. Merci de nous avoir partagé donc les multiples efforts faits par la région de Tillabéri en matière de mise en œuvre de la déclaration des écoles sûres. Euh, on est un peu en retard, donc dans le but de rester dans le temps accordé, on va passer tout de suite à la partie de questions et réponses. J'invite trois personnes à lever la main, s'il vous plaît, pour prendre trois questions en fonction de combien de temps ça nous prendra. On pourra donner la parole à plus de gens. Merci beaucoup. Je vais passer la parole à Yaya pour coordonner cette partie. Merci Leandro. On attend donc. Il y a Amissou qui a levé la main. Non, pardon, je vais commencer par Adamou qui a été le premier depuis un moment à lever la main. Ensuite, on prendra Amissou. Adamou, à toi. Adamou? Yeah. Good afternoon. Can you hear me? Hello. Good afternoon. Yeah, yes, we can hear you, Adam. Go ahead, please. Saliza, thank you very much for giving me this privilege to speak. My name is Shaku Adamu. I'm from Nigeria, precisely from Northeast Nigeria. I'm speaking from Borno State, Maiduguri. Want to appreciate Apana Pandi, who represented well in presenting the issues of West Africa. Honestly, we are battling on this issue in Northeast Nigeria. My question is, I have seen some graphical representations that she has made. I don't know if she has captured a lot of what is happening in Bay State, precisely Borno, Adamawa, and Yobe of Nigeria, which we faced a heavy, devastating flood last year that destroyed many schools and leave many facilities unbearable. So I want to know if all this thing has been captured in the context analysis that she presented. And again, I don't know how we can continue to harmonize what we have presently here. I'm the technical lead for SSD, which Education in Emergency Working Group, coordinated by Mohamed Rais, who is an expatriate, is well represented here and is doing well. My question here is, how can we be sure the present situations and the context analysis that we're facing on SSD and the comprehensive accelerated education safety policies are being harmonized and is carried out in our country? I'm speaking for the part of the country, not entirely, but I think this is a platform that I can share. Maybe someone can respond to the question. Thank you very much. Thank you, Adamo. On va prendre Moukaïl, pardon, Amissou, et ensuite on fera une deuxième série. Leandro, c'est bon? Je peux prendre encore deux questions, Yaya, et Ok. on donne la parole aux intervenants, si ça te Donc, va. Amissou, vas-y. Voilà, merci beaucoup Leandro et merci Aya et merci à tous et à toutes. Donc moi, je pas en fait une question particulière, mais je voudrais juste peut-être revenir sur les chiffres des écoles fermées. Donc on va vous partager la nouvelle mise à jour en ce qui concerne le Niger. Le deuxième, vraiment par rapport à tous ces chiffres liés à la fermeture des écoles, un peu partout, quoi, pas seulement dans mon pays, mais dans tous les pays qui sont frontaliers, Burkina, Niger, Mali, Tchad, etc. Et là, je suis en train de réfléchir au-delà de cette plateforme qui nous donne la chance peut-être de discuter de la question du SSD. Est-ce que ça serait possible aussi peut-être de voir comment, ensemble,
réunir aussi les autorités de ces pays-là pour un peu débattre de cette question importante parce que le chiffre ne fait que se galoper et il faut que les autorités aussi s'intéressent pleinement. C'est vrai, il y a beaucoup d'efforts qui sont en train d'être faits, dis-moi, mais il faut que les autorités se donnent pleinement aussi pour vraiment essayer de voir comment continuer à travailler là-dessus. Merci. Et Andro, c'est bon ou on avance avec une autre question? Une dernière? Une dernière, s'il te plaît. Moukaïl, à toi, s'il te plaît. Merci beaucoup pour cette opportunité qu'ils nous ont offerte. En tout cas, je tiens à remercier en tout cas l'équipe du Niger, notamment l'équipe de Tillabéri pour la mise en œuvre de la SSD au niveau régional. Mais ma préoccupation, c'est de savoir en termes de pratique, que ce soit au Mali ou au Burkina, est-ce qu'il y a eu une tentative d'harmonisation des pratiques au niveau communautaire? Est-ce que c'est de la même façon dont nous sommes en train de faire au Niger? Par exemple, nous avons des comités départementaux, nous avons aussi au niveau des écoles des comités de plans de gestion des risques et au niveau régional, il y a le comité régional. Est-ce que c'est le même schéma? Est-ce qu'il y a eu une tentative d'harmonisation pour qu'on soit en tout cas au même niveau que les autres localités? Et aussi par rapport à la mise en œuvre, l'évaluation de la mise en œuvre actuelle de la SSD. Le Niger a ratifié sur la déclaration sur la sécurité des écoles depuis 2015. Où est-ce qu'on en est actuellement? J'ai vu qu'il y avait eu en tout cas des tentatives à un certain moment, mais est-ce que dans le couloir ou bien est-ce qu'il y a jusqu'à présent au niveau du ministère des tentatives qui ont été engagées pour avoir vraiment une situation de la mise en œuvre de la SSD actuellement et surtout en ce qui concerne les différents ministères qui sont impliqués. Merci beaucoup. Ministère de l'Éducation du Sénégal, si on peut lui donner la parole très rapidement. Monsieur Saliou. Cameroun en ligne. Monsieur Saliou. Oui, bonsoir tout le monde. Est-ce que vous me percevez très bien? Est-ce que vous m'entendez? Oui, allez-y. Voilà, merci beaucoup. Hein. J'ai suivi avec plaisir les expériences des pays environnement. C'est naturellement des pratiques particulièrement intéressantes et instructives. J'ai mis sur le chat un peu les pratiques au Sénégal, là où nous en sommes. Et c'était très intéressant d'avoir réuni les sectoriels du Sénégal. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'au niveau des perspectives, comme on l'avait dit à la rencontre de Dakar, est-ce que les pays comme le Mali, le Burkina, ou en tout cas les pays qui sont un peu proches au niveau de la zone Sahel, est-ce qu'il est prévu d'avoir un cadre de poursuite des actions et d'échange des bonnes pratiques? On l'avait prévu, mais jusqu'à présent, on ne parvient pas à harmoniser nos actions dans le cadre, naturellement, en tout cas, d'un champ plus large pour un peu gérer les questions frontalières parce que nous avons beaucoup d'insécurité au niveau des frontières communes. Et pour le Sénégal, j'ai mis ce qu'on a eu au niveau des Tchad. Merci. Cameroon the minister has a word. Cameroon. I have a question for Niger, please. Le Cameroun avait demandé la parole. Yes. Est-ce que le Cameroun est ensuite revenu au Niger, s'il vous plaît? Cameroun, please go ahead. Yeah, can I go on?
Please, I wanted to ask the man of Niger. He talked about having teachers be part of this committee. I was going to ask him, and not just him, but any other country that has teachers who have trade unions, because we have seen that it is the trade unions that are being radicalized. It is the trade unions that work with political parties, and the political parties help to radicalize the teachers. Now, have they found it profitable to work with trade unions, or should we form a counter society of teachers that the Safe School Declaration Committee can work with? That's my question. Thank you. Une deuxième question pour le Cameroun. Go on. Oui, par rapport à l'expérience du Niger, tout à l'heure, lors de ma présentation, nous avons également parlé de Boko Haram au Cameroun, qui est frontalier avec le Nigeria, où nous trouvons également le Boko Haram. Et j'ai suivi également au Niger, il y a le Boko Haram. Est-ce que la coalition mondiale a mis l'accent sur l'application du Conseil de sécurité des Nations Unies par rapport à ces belligérants qui sillonnent des pays pour attaquer les écoles? Oui, oui. Merci. Merci beaucoup. Yaya? Oui, je pense qu'il y a un dernier intervenant, Diala. Il avait levé la main. Si on peut boucler avec lui pour entamer les réponses. Diala, s'il te plaît. Oui, merci beaucoup. Je voudrais donc, à la suite de mes prédécesseurs, remercier tous les intervenants donc, pour la qualité des informations qui nous ont été donc, livrées. Je voudrais juste m'adresser à l'équipe du Burkina à travers M. Likema qui a donc fait la présentation du comité national. Je voudrais savoir, parce que dans sa présentation, il a dit que beaucoup de données, et voilà, il était beaucoup de données avec la contribution donc, de la DGS. Je voudrais savoir quel est le lien qui existe entre le comité national et le GICOR. Voilà, merci beaucoup. Leandro, on peut commencer à prendre des réponses. Je vois une main levée. S'il te plaît, si c'est possible. Oui, c'est Umaï, s'il vous plaît, allez-y. Comfort, you have the floor. You have the floor, c'est Umaï. Okay, sorry. Mine is not a question really, but I just wanted to respond to one of the questions about working through trade unions or teachers, just to share what we're doing here in Nigeria. Maybe that will also help address the question. Maybe I can just come in after the speakers have responded. Thank you. Une dernière question avec Yal. Allez-y, s'il vous plaît, Yal. Bien, c'est une main levée par erreur. OK, je pense qu'on a fait le tour des questions, hein?
Dans la chatbox, c'était juste des demandes de ressources documentaires avec un focus pour ce qui concerne la feuille de route du Cameroun. Certains participants ont communiqué les adresses email pour s'assurer qu'ils vont recevoir les ressources de de ce webinaire. Voilà, donc je pense qu'on peut retourner au niveau des réponses. Leandro, il y a eu une question spécifique pour la plateforme SSD en termes d'harmonisation de capitalisation pour les pays du Sahel. Et il y a eu une question spécifique posée au Niger et une autre spécifique posée au Burkina. À toi, Leandro. Merci. Je n'ai pas pris note de toutes les questions, mais on peut commencer par la toute première que tu as mentionnée. C'était adressé à qui? À la plateforme SSD Sahel, en termes d'harmonisation, de capitalisation au niveau des différents pays, qu'est-ce qui était fait? Vas-y, on peut leur donner la parole. Allô? Leandro? Oui. Allez-y. Oui, je peux donner des éléments de réponse à certaines préoccupations. Par exemple, Monsieur Ya a demandé à savoir si les décideurs ont l'information de la mise en œuvre de la déclaration dans nos écoles. Je lui dis oui. Dans les pays concernés, on a activé ce qu'on appelle l'action humanitaire. Et au niveau de l'action humanitaire, nous avons des clusters. Et les clusters se réunissent mensuellement pour faire le point de l'état d'affection de chaque pays. Et dans ce rapport-là, donc les rapports sont envoyés jusqu'au sommet de l'État. On arrive à chaque mois au niveau des décideurs pour disposition à prendre en fonction des informations remontées. Ensuite, au niveau de Mahama Moukailou, aussi qui a cherché à savoir s'il y a une harmonisation ou s'il y a une différence ça et là. Là aussi, je vais le dire que oui, il y a non seulement une différence, parce que chaque pays a la latitude de nationaliser ou de faire en sorte que ça réponde à sa vision, la mise en œuvre de la déclaration, tout en restant dans les grands principes. C'est pourquoi il n'y a pas un modèle type à partager. Il y a un standard qui est là, dont les gens se servent pour essayer d'actualiser en fonction de leur contexte. Mais il y a aussi des tentatives d'harmonisation. Par exemple, la réunion qui est réunie aujourd'hui, c'est la plateforme Sahel. Cette plateforme Sahel regroupe le Mali, le Burkina et le Niger. Et cette plateforme se réunit chaque mois. Mais après cette année, maintenant, nous sommes à deux mois. Chaque 2 mois, on se retrouve en réunion virtuelle, au cours de laquelle, comme c'est fait aujourd'hui, chaque pays donne la situation de son État. Et on essaie d'harmoniser pour voir comment on peut faire pour avoir les bonnes pratiques des uns et des autres. Voilà, donc par rapport aussi à l'intervention de M. Saliou du Sénégal, le cadre d'échange, comme ça a été soulevé au niveau du Sénégal, pour lui dire que oui, à la suite du Sénégal, nous avons continué à partager nos expériences et dans les présentations, il a suivi que l'an passé, en 2024, le Mali et le Burkina se sont rencontrés pendant toute une semaine pour faire le point de la mise en œuvre de la déclaration dans les deux pays et voir comment on peut échanger nos expériences en vue d'aller de l'avant. Voilà donc en gros ce que je peux dire par rapport aux autres là, c'est des questions adressées aux différents pays
Merci bien. Est-ce qu'on donne la parole au Niger? Je crois qu'il y a une question qui était adressée au Niger, question du Cameroun. Oui, donc pour le Niger, je crois la question était particulièrement sur les syndicats. Est-ce que les syndicats pouvaient, étant des revendicateurs, pouvaient être acteurs pour une synergie d'action? Et nous avons proposé dans nos perspectives la création d'une synergie d'action avec l'implication. De son côté. Allô? Tu es déconnecté, n'est-ce pas, Yaya? Est-ce qu'il y aurait d'autres intervenants, un dernier intervenant qui souhaiterait répondre à une ou deux Si on questions? peut, si Oh, on peut aussi ajouter du côté du Niger, allez-y, oui, euh, bien sûr. en tout cas, selon les analyses que nous avons pu faire, au fait, la question de la sécurité transcende la question des syndicats. Elle est au-delà des questions des syndicats. Ça veut dire que c'est la survie, c'est la continuité même de l'éducation qui est en jeu. Donc, on ne ressent plus l'aspect revendicatif, l'aspect syndical. C'est même les enseignants qui sont formés en tant que points focaux pour élaborer les plans de gestion des risques dans les écoles. Parce que c'est le premier outil qu'on a au niveau des écoles. Et c'est eux aussi qui animent les activités de sensibilisation. Ils traduisent aussi les leçons de sensibilisation et aussi ils font des activités de plaidoyer au sein des écoles pour prévenir et aussi gérer les risques. Et maintenant, en ce qui concerne Boko Haram, pratiquement, on a une frontière commune. On a une frontière commune avec le Nigeria, le Cameroun et la première zone là où les insécurités ont commencé au Niger, c'était la zone de Difa. Et c'est ce qui fait qu'on a mentionné un peu la présence de Boko Haram dans les différents gangs qui ont été cités. Voilà. Merci beaucoup. Leandro, est-ce possible de prendre le Burkina? Il y avait une question adressée au Burkina. Bien sûr. Oui. Pour le Burkina, je crois que c'est peut-être la question d'harmonisation des pratiques entre les pays, ou bien j'ai mal noté la question. Je n'ai pas connaissance d'une question spécifique adressée au Burkina. Si on retient cette question, on peut nous la renvoyer. Sinon, par rapport à l'harmonisation, c'est vrai, les pratiques sont différentes, comme l'a dit le directeur Kanté. Au Burkina, nous avons un comité national et des comités régionaux, mais actuellement, avec l'exigence du terrain, nous sommes dans la dynamique d'aller aux comités techniques provinciaux pour aller vers les localités. Voilà ce que je voulais ajouter par rapport à l'harmonisation des pratiques entre les pays qui mettent en œuvre la déclaration sur la sécurité dans les écoles. Maintenant, si on voudrait bien nous rappeler la question spécifique adressée au Burkina, nous serons très contents de répondre à cette question. Merci. Je pense Ok, que c'était... j'avais posé la question, je ne sais pas si je peux la reprendre. Allez-y, Diala. Voilà, j'avais dit dans sa communication, il avait dit que les données, en tout cas, il faisait référence à la DGS. Et je demandais maintenant quel était, par exemple, le rapport qui existait entre le comité national et le GCOR au niveau du Burkina.
Merci. Le comité national, il est pour... D'accord. Merci bien pour la question. Voilà. Le comité national regroupe tous les ministères en charge de l'enseignement, le ministère de la Justice, le ministère de l'administration territoriale, où les premiers superviseurs de ce comité technique-là sont les deux ministres en charge de l'éducation. Et pour les données qu'ils collectent, c'est le secrétariat technique pour l'instant qui se charge de la collecte des données sur la situation et qui le fait en collaboration avec la direction générale en charge des statistiques, et lesquelles données sont traitées, analysées pour être publiées. Et les données publiées sont partagées au niveau du cluster pour que toutes les entités qui sont intéressées par cette préoccupation-là puissent les avoir. Donc, c'est dire que le comité technique national n'est pas en dehors des entités qui collaborent avec le GCOR. Donc, on pourrait dire que la collaboration est de mise et à travers les directives données par les premières autorités, tout ce qu'il y a, en tout cas jusqu'à présent, il n'y a pas de difficultés de collaboration entre les entités pour ce qui est de ces questions de suivi de la mise en œuvre de la DSE au Burkina Faso. En tout cas, toutes les parties prenantes s'y sont engagées et à chaque fois que de besoin, il y a une mutualisation des informations pour pouvoir suivre la mise en œuvre de la déclaration au Burkina Faso. Voilà ce que je pouvais apporter comme élément de réponse. Mais si besoin en est, on peut revenir largement là-dessus. Comme je suis entouré aussi avec des collaborateurs, on peut revenir sur la question. Merci. Et beaucoup, M. Nikema, merci Yaya d'avoir appuyé cette partie du webinaire. J'aimerais donner une dernière opportunité à Madame Alima, pardon, pour une petite intervention avant de clôturer, s'il vous plaît. Hello, thank you very much for the opportunity. Can you all hear me? Yes, very well. Okay, thank you. My concern is, if you can see the regions like Cameroon made mention of Boko Haram, and the countries, West Africa and Sahel, we experience similar threats that contributes to conflicts and attacks on education. I think it calls for a holistic approach to respond to situations of insecurity and cross-border crimes. It calls for regional strategy. Can't we have a platform where we can have representatives of these countries, concerned countries, to come up with very close collaboration, develop concerted synergies and strategy in securing our borders? Like, we have a national plan in Nigeria, which we're at the full implementation of the plan. And we're trying to train people on security, resilience, and integrating host community into the host community in the protection of education. And this host community comprises of the border communities. So it's something that we can work out, come up with strategy to see how we can protect the border communities against these actors that are coming in. And the actors are external. You know, the crime, they come in from neighboring countries. It's something that can be dealt with. We can use the platform of UNOWAS, ECOWAS, and other regional platforms, you know, get the buy-in of the critical actors and come together as one
have one voice to see how we can tackle this issue of insecurity. Then secondly, Adamu made mention of the Bay States, Adamawa, Borno, and Yobe. We're discussing with the subnationals to see how we can, address the issue of out-of-school children, especially the girl child, enrolling them in unity colleges. The plan has a provision for that and also provision for psychosocial support to victims of attacks on education. So if you would like, I would like you to have my contact to share more light and to see how you can also be a partner to drive this to the community level in your state. Thank you very much. Thank you very much. I'm very grateful. Hi, I'm very grateful to hear this from you. Honestly, you have hit the nail exactly where it's paining me, because you know what is happening presently in Borno State specifically. This other group are still grouping again, attacking schools and community. They have destroyed many schools presently, and there are places that you can't reach. You can't go. And schools are there, many schools, over 300. And what about the future of these children? Many of them are dying because they cannot even access the basic need, talk less about schooling. So this is our problem. And what we are facing now, we are trying to see how we can come together with the government, though even them, they are not giving us much concentration in implementations, but I know people like you who are the top level of international organizations, we can come together. I am the state coordinator for civil society here in Borno State, and I work closely with Education Emergency Working Group, led by Mohamed Rais. I'll be very grateful to have your contact. Presently, I'll be leaving to Geneva on this Global Alliance on Risk Reductions Summit. Please, I would like to have a contact that we can be communicating. There are a lot of activities that I've developed, which because of this stop work order have restricted us from implementations. But we're seeing how ECW can support us from the angle to do some assessment, risk assessment in so many schools, because the schools are collapsing like this. Nobody is touching them, but they are collapsing because of the impact of either bomb or flood that happened previously. So I am grateful. I am grateful. Thank you. Merci To use beaucoup. your indulgence to share my contact with Adamu so Yeah, that we can swing to action. Great. Adamu, my contact is 080. Okay, I'm coming, Mark. 080 358 358 77 77 269. 269. Thank you very much. I'm very grateful. I'm the I'll national be- coordinator of the Safe Schools program that is funded Yeah. by the federal government. So you have been working with Musa Badar. That's Yes. great. That's I great to hear have that. to. Thank you. I apologize myself. We need to continue. Thank you very much. I hope you continue exchanging bilaterally. That would be great. Je m'excuse, nous avons dépassé largement le temps. Nous devons clôturer maintenant. Malheureusement, nous savons que cette discussion a suscité beaucoup de questions, beaucoup de commentaires, beaucoup d'envie de collaborer ensemble entre pays. Et nous sommes très ravis pour cela. Donc, si vous voulez, pour les questions qui manquent, vous pouvez les envoyer par mail, soit à Michaela, au GCPA. Nous pourrons servir des ponts pour vous mettre en contact les uns les autres. Mais ravi que ces échanges pourront avoir lieu après le webinaire, bien sûr. Merci beaucoup à tous. Pour clôturer très rapidement, j'aimerais donner
un aperçu de ce qui a été des points saillants de la discussion. Très rapidement, j'aimerais soulever de façon importante les efforts menés par le Burkina Faso en matière de mise en place des comités au niveau des comités de suivi de la déclaration au niveau national, mais aussi au niveau sous-national, des comités qui restent et qui sont toujours opérationnels. Donc, bravo pour ça. Ou également, l'accent que vous mettez au suivi des données et des tendances pour les écoles fermées et l'impact de cela sur la scolarisation des enfants. Cela est lié également aux efforts, à la mise, à l'accent que également le Cameroun met aux données et au suivi des informations en matière d'attaque contre les écoles. Et également soulever la feuille de route très bien structurée qui permet d'harmoniser les soutiens de différents acteurs en vue de la protection des écoles au niveau du Cameroun et également la diversité des acteurs qui contribuent dans cette collaboration. Également au niveau du Mali, la diversité des comités au niveau national, sous-national et locaux, au niveau des cercles, les plans d'action annuels développés pour structurer les travaux des uns et des autres en matière de mise en œuvre. Et également, et sans laisser pour compte le Niger aussi, le travail bien fait au niveau de Tillabéri et les progrès faits jusqu'à présent. Nous souhaitons que cela continue comme cela. Euh, J'aimerais donc vous encourager à continuer la collaboration transfrontalière. C'est un point saillant de cette discussion. Également, le groupe de travail régional pour l'éducation en situation d'urgence reste disponible pour servir des ponts de collaboration et aussi pour servir dans l'analyse des données venant de chacun de vos pays. Donc, nous comptons sur votre soutien pour avoir accès à ces données, pour pouvoir avoir une vue d'ensemble des données sur les écoles fermées au niveau de toute la région Afrique de l'Ouest et centrale. Et comme tous les ans, le groupe de travail régional produit une note de plaidoyer dans le cadre de la Journée internationale de la protection de l'éducation contre les attaques. Et nous souhaiterions bien sûr compter comme tous les ans sur votre soutien pour que cela rende visible les difficultés que nous avons en termes de fermeture d'école, mais aussi les bons travail de chacun de vous en matière de mise en œuvre et de protection des écoles. C'est le moment de clôturer tout en remerciant chacun de vous, participants, intervenants et organisateurs. Merci pour tout l'enthousiasme et votre participation active. On se voit bientôt, je l'espère. Merci.